Bonsoir et bienvenue encore une nouvelle fois pour notre direct Facebook où nous allons encore traiter de la question de la fraternité et ce soir et bien plus particulièrement des questions migratoires. Aujourd'hui on aura quatre super intervenants. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les interviews de Christophe Prochatson, Régène Sénac et Frédéric Marchand sur notre page YouTube UNSA Éducation. Mais je vais tout de suite passer la parole à Karine. Bonjour, bienvenue pour ce deuxième rendez-vous société de l'année. Alors, eh bien écoutez, le récapitulatif en ligne de nos derniers articles avec une actualité brûlante, le rassemblement et la pétition pour sauver l'Aquarius, les premiers chiffres des atteintes aux principes laïques dans les écoles, le plan de lutte contre les violences conjugales, le rapport du Centre Humbertine sur les femmes et l'espace public, semaine de l'égalité pro, enfin plein de choses. Donc voici une sélection de nos meilleurs articles. Laïcité. Laïcité à l'école, attentifs ensemble, mais de la pédagogie avant tout. Plusieurs articles dans la presse sont revenus sur les chiffres d'actes portant atteinte à la laïcité après la mise au point de Jean-Michel Blanquer. UNSA Éducation analyse les chiffres et donne son avis. Citoyenneté, solidarité. SOS Méditerranée a appelé le samedi 6 octobre 2018 partout en France et en Europe à des rassemblements pour sauver l'Aquarius. L'UNSA Éducation, forte de ses valeurs, y a participé et relaye aujourd'hui la pétition en ligne Sauvons l'Aquarius. Égalité femmes-hommes. Journée mondiale du droit à l'avortement, à quand la suppression de la clause de conscience spécifique à l'IVG? Le gouvernement a les moyens ici de marquer les esprits avec cette loi. L'UNSA Éducation se positionne en faveur du droit des femmes et soutient toutes les actions et associations qui s'engagent dans leur défense. Plan de lutte contre les violences conjugales, marquer les esprits et ensuite. L'UNSA Éducation accueille favorablement ce plan, mais le gouvernement doit se donner les moyens financiers de ses ambitions pour que cette grande cause ne se transforme pas en un simple artifice. Le Centre Humbertine Auclair vient de publier un rapport Femmes et espace public. Pour l'UNSA Éducation, cette question est loin d'être anecdotique. En tant que professionnels de l'éducation, nous avons un rôle à jouer. L'UNSA Éducation n'a jamais été aussi déterminée à lutter contre les inégalités professionnelles et les discriminations femmes-hommes sur le marché du travail. L'école doit jouer son rôle et transmettre une véritable éducation sans stéréotypes de genre dès le plus jeune âge. Le 11 octobre a été choisi comme Journée internationale des filles par l'ONU afin de mettre en lumière les difficultés qui persistent à la mise en place d'une réelle égalité filles-garçons. L'UNSA Éducation soutient cette initiative. Non à l'extrême droite. Une rentrée en demi-teinte, le Rassemblement national tente de surfer sur la vague de l'anti-immigration. L'UNSA Éducation continue à être mobilisée pour contrer la menace de la prise du pouvoir de l'extrême droite en France et en Europe. Lutter contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet, des mesures qui vont dans le bon sens. Le 20 septembre a été remis au Premier ministre le rapport Renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Les préconisations de ce rapport sont un pas important contre la cyber-haine raciste et antisémite, mais aussi contre d'autres phénomènes que nous avons régulièrement dénoncés, comme le cybersexisme. L'UNSA Éducation souhaite mettre au cœur de son projet l'avènement d'une société humaniste au sein de laquelle les valeurs de justice, de liberté, d'égalité, de laïcité permettent de mieux vivre ensemble. La pensée et l'action sont nécessaires pour faire face à la brutalité des actes et des discours de haine et d'exclusion. Développement durable. La température monte et la transition écologique ne peut plus attendre. Les scientifiques du climat de l'ONU au sein du GIEC viennent de publier un rapport spécial sur le réchauffement mondial. Pour l'UNSA Éducation, il est urgent d'agir. Et donc, une interview de Benjamin Boudou, qui a écrit un livre récemment, Le dilemme des frontières, son livre qui est passionnant. D'ailleurs, donc, vous pouvez le trouver maintenant sur notre chaîne YouTube des Vendredis Lecture, et justement, il en parle de son livre. Donc, allez voir sur notre chaîne YouTube, dans la rubrique Vendredis Lecture. Benjamin Boudou, vous êtes rédacteur en chef de la revue Raison politique et chercheur en sciences politiques. Vous avez récemment écrit un ouvrage aux éditions de l'École des hautes études, Le dilemme des frontières, éthique et politique de l'immigration. En quoi la question des frontières est un dilemme pour notre société? L'enjeu, c'est de voir qu'il y a une espèce de tension entre les frontières qui permettent de protéger ou de permettre de garantir la continuité des institutions démocratiques, libérales, citoyennes, et en même temps, leurs conditions d'existence
trahit nécessairement les valeurs démocratiques, libérales, citoyennes. Il faut des frontières pour protéger ces institutions, et en même temps, ces frontières-là les trahissent nécessairement. Pour donner des exemples très simples, on croit à l'égalité des chances dans l'État-nation, c'est-à-dire l'idée très simple que si on est né quelque part, dans un milieu social particulier, ça ne doit pas affecter toute notre existence. Et pourtant, naître d'un côté ou de l'autre de la frontière, on sait à quel point ça peut affecter notre espérance de vie. Ça nous pose moins de problèmes. On croit à la liberté de circulation à l'intérieur d'un État, et ça a été d'ailleurs un long parcours politique et historique pour pouvoir lever ces obstacles-là, et pourtant, ça nous semble impossible d'imaginer un droit de circulation plus large. On croit aux droits de l'homme, fondamentalement, au respect des droits de l'homme, et pourtant, la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa gestion des migrants. Donc, les frontières produisent une espèce de violence, c'est un pouvoir qui n'est pas pleinement démocratique, alors que pourtant on croit fondamentalement à la démocratie. C'est ça ce dilemme des frontières. Les frontières sont-elles compatibles avec notre idéal républicain, avec la devise liberté, égalité, fraternité? Au fond, il faudrait faire une distinction entre d'un côté la liberté et l'égalité, de l'autre côté la fraternité, parce que il y a quelque chose dans la fraternité qui a toujours été de l'ordre du cosmopolitisme, en tout cas quelque chose qui transcende les frontières, parce que même s'il y a dans la fraternité quelque chose d'exclusif, ça a été longtemps pensé comme une fraternité civique entre citoyens, on connaît sa dimension un peu phallocentrique, c'est la fraternité, elle se fait entre frères, et pourtant on fraternise avec qui? On fraternise avec l'étranger, on fraternise avec l'ennemi. Et récemment, la décision du Conseil constitutionnel à propos du délit de solidarité a renforcé, a rappelé cette valeur de fraternité comme possibilité d'aller peut-être un peu au-delà de ce qu'un citoyen peut faire, en disant il y a des situations particulières où, quelle que soit l'origine de la personne, il faut aider, il faut faire quelque chose. Donc en ça, la fraternité et les frontières vont difficilement ensemble. On peut voir cette tension. Liberté, égalité, il y a toute une tradition en philosophie politique où on a toujours pensé qu'au fond, il fallait une limite à la liberté, parce que la liberté se fait entre égaux, et l'égalité, elle ne peut être que circonscrite. Arendt en parle très bien dans Sur la Révolution, et au fond, toute la tradition de la philosophie politique est marquée par ça. Et je crois qu'il faut penser contre cette tradition, parce qu'on voit de plus en plus l'hypocrisie, l'incohérence, les difficultés à penser que les valeurs s'arrêtent aux frontières. La libre circulation des hommes et des femmes sur cette planète, est-ce que c'est réaliste alors? C'est une question difficile parce que la question du réalisme, surtout quand on fait de la philosophie politique, c'est souvent une question piège. Et au fond, il y a deux manières de répondre. La première, c'est que c'est pas une idée nouvelle. C'est pas une idée nouvelle parce que l'histoire nous a raconté pourquoi les visas, les passeports, c'est une invention très récente. Qu'avant la Première Guerre mondiale, tout un tas d'auteurs qui racontent ce monde d'hier dans lequel il y avait une liberté de circulation. Et comme je le disais, il y a eu des combats idéologiques, politiques, économiques très forts pour lever les obstacles à l'intérieur des États pour pouvoir se déplacer librement. L'Europe aujourd'hui, évidemment, un très bon exemple de cette possibilité d'avoir une circulation beaucoup plus libre. Donc, c'est pas une idée neuve, c'est pas une idée révolutionnaire. Et il y a des très bons arguments pour justifier cette liberté de circulation. Des arguments économiques, ça les économistes le racontent très bien, il y a une production de richesse considérable, mais au fond il faut aller plus loin et voir que c'est une liberté politique. Pourquoi? Parce que la liberté de circulation, c'est la liberté des libertés. C'est-à-dire que c'est elle qui permet la réalisation d'autres libertés et de nos droits. Qu'est-ce que c'est que le droit d'association, le droit, toutes nos libertés fondamentales, privées, professionnelles et politiques, sans une possibilité de se déplacer et d'aller où on le veut, d'aller où on le souhaite, et d'aller où on doit aller parce qu'on doit quitter son pays. Donc au fond, pour des raisons politiques, économiques, c'est une idée qui n'est pas irréaliste, c'est une idée difficile, et c'est pour ça qu'il faut continuer d'y travailler, parce qu'y travailler, c'est aussi élaborer une pensée critique de l'État, pour aller contre cette idée que l'État devrait avoir le privilège de décider de la circulation des personnes. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Parlement des migrants dont vous parlez dans votre dernier ouvrage? Alors c'est une métaphore au fond, avec cette idée très simque que
on pense de plus en plus à essayer de donner la parole à ceux qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer, que ce soit des humains ou des non-humains. On a parlé, Bruno Latour avait parlé d'un parlement de la nature, on parle de la représentation des générations futures, des enfants, des animaux, etc. Et au fond, l'idée est très simple. C'est une idée démocratique fondamentale qui dit « quiconque est affecté par une décision, par une politique, devrait avoir son mot à dire sur cette décision ou cette politique ». Or, ce qui se passe aux frontières, le pouvoir des frontières, ces politiques-là, elles affectent les citoyens, bien sûr, mais elles affectent surtout des migrants, des étrangers. Et évidemment, ils n'ont pas leur mot à dire. Alors, une des conséquences qui a été développée, une des possibilités, ce serait de dire il faut accorder le droit de vote à tout le monde. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer sur tout. Après tout, on est tous affectés par l'élection de Donald Trump, on devrait tous pouvoir voter. Évidemment, c'est compliqué, c'est utopique. Et donc ma proposition, c'est de dire il faut au moins représenter tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Et pour ça, il y a tout un tas de solutions. Il y a à la fois des institutions symboliques, comme le tribunal permanent des peuples. Il y a le travail que fait le défenseur des droits, qui dit il faut parler au nom de ceux qui ne peuvent pas forcément s'exprimer. Il y a des logiques de représentation réciproque, d'avoir des parlementaires qui puissent voyager d'un parlement à un autre. Donc par ce parlement des migrants, par cette métaphore vive qui évoque quelque chose de fort dans notre République, dans notre démocratie, j'avance une idée normative, une idée théorique qui dit il faut représenter tous ceux qui devraient avoir leur mot à dire. Merci beaucoup, Benjamin Boudin. Merci à vous. Alors maintenant, une interview de Christelle Marchand-Lagier. Christelle Marchand-Lagier est maîtresse de conférences de sciences politiques à Avignon et elle aussi a répondu à nos questions. Comment la question migratoire est utilisée par le Rassemblement national? Elle nous répond tout de suite. Bonjour Christelle Marchand-Lagier. Bonjour. Comment la question migratoire est utilisée par le RN? Alors c'est une question qui est placée au cœur de l'actualité et Marine Le Pen a une capacité à utiliser les éléments de l'actualité pour les placer au cœur du débat politique. Elle ne le fait pas toute seule, c'est-à-dire qu'effectivement cette question migratoire est reprise aussi par les autres responsables politiques qui effectivement la placent également au cœur du débat politique. Donc c'est une question qui, à côté de laquelle on va dire les électeurs ne peuvent pas passer puisqu'elle est placée au cœur des médias, elle est reprise par ce parti-là et elle est alimentée aussi par les autres responsables. Donc effectivement il y a une utilisation de cette question migratoire qui permet à Marine Le Pen de jouer sur cet argument qui a toujours été celui du Front National et aujourd'hui du Rassemblement National, de dire voilà, il arrive ce qu'on vous a dit qu'il allait arriver, une invasion, il faut absolument fermer les frontières et comme finalement le débat politique tourne autour du fait de l'accueil ou du non-accueil, avec aucune autre alternative qui est proposée, bah effectivement ce débat-là se fait autour des thèmes et des arguments imposés par le Rassemblement National. En quoi cette question alors est devenue un élément central du débat politique? Alors c'est devenu un élément central parce que médiatiquement aussi c'est très largement alimenté. Les citoyens s'informent beaucoup par la télévision, essentiellement encore aujourd'hui pour les catégories les plus âgées et puis ensuite pour les plus jeunes essentiellement par les smartphones et puis effectivement ce qu'ils peuvent trouver sur internet. Et c'est une question qui est placée en haut, on va dire, de toutes les tribunes. Donc forcément elle devient quelque chose que tout le monde connaît, donc dont tout le monde a entendu parler, sans finalement qu'il soit nécessaire d'aller chercher l'information. Donc effectivement, elle est au cœur des débats politiques et des débats médiatiques. Merci Christelle Marchand-Lagier. Merci. Alors maintenant, notre troisième interview, il s'agit de Coralie Carvin. Elle est membre du conseil d'administration de SOS Méditerranée. On n'a pas pu la rencontrer à direct, donc on a fait une petite interview Skype. Le son sera peut-être moins bon et l'image moins bonne aussi. Mais on lui a posé la question de la situation de l'Aquarius aujourd'hui, et aussi de la nécessité de la mobilisation européenne et comment est-ce que SOS Méditerranée intervenait dans les établissements scolaires. Coralie Carvin. Bonjour. Donc vous êtes membre du conseil d'administration de SOS Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point de la situation de l'Aquarius aujourd'hui? Oui, tout à fait. La situation aujourd'hui est malheureusement un petit peu catastrophique puisque l'Aquarius est actuellement bloqué au port de Marseille depuis le 4 octobre dernier. Ce qui signifie que nous ne pouvons plus être sur la zone de sauvetage pour secourir des gens qui se noient. Et c'est la première fois que ça nous arrive depuis le début de nos opérations en février 2016. D'accord, première fois. Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la nécessité de la mobilisation européenne sur cette question ?
Et bien justement, afin que l'Aquarius puisse repartir le plus rapidement possible sur la zone de sauvetage, on a plus que jamais besoin du soutien des citoyens, parce qu'on a bien vu avec l'actualité de ces derniers mois qu'on est au cœur d'enjeux politiques et de manœuvres vraiment dramatiques sur le sujet, qu'on nous empêche de faire notre mission de secourir des gens en mer. On voit bien qu'au niveau politique, tout est bloqué et donc on fait appel aux citoyens. Les citoyens, c'est un petit peu la force vive d'SOS Méditerranée. L'Aquarius est parti grâce à du don citoyen et financé aujourd'hui essentiellement par des dons privés. Et donc on s'est dit que grâce aux citoyens, on pouvait peut-être arriver à faire un petit peu pression sur l'opinion publique, sur le gouvernement, sur les gouvernements, sur l'Europe. Et c'est pour ça qu'on a organisé une grande vague orange, donc le 6 octobre dernier, avec beaucoup de villes qui ont répondu présent à l'appel. Il y a eu plus de 70 villes qui se sont mobilisées et qui sont descendues dans les rues avec de nombreux citoyens habillés en orange pour protester contre cette situation inacceptable. Et c'est aussi pour ça que nous avons lancé une pétition avec 3 objectifs très simples et très clairs. C'est que l'Aquarius reparte le plus rapidement possible en mer, de mettre en place une vraie flotte de sauvetage européenne et bien sûr de défendre le devoir d'assistance à personnes en danger. Est-ce que SOS Méditerranée a un volet sensibilisation scolaire? Parce que nous, on est un syndicat d'éducateurs, et comment est-ce qu'on peut transmettre justement ce message de fraternité auprès de Oui, tout à fait. On a dans les 3 objectifs, les 3 grosses valeurs d'SOS Méditerranée, c'est évidemment protéger, secourir, sauver les gens en mer, mais on a aussi toute une partie de témoignage et de sensibilisation. Et on a mis en place justement de la sensibilisation scolaire à partir du collège, du lycée, mais on a aussi fait de la sensibilisation scolaire dans des facultés, parce que c'est très important d'expliquer, de raconter ce qui se passe en mer Méditerranée. Aujourd'hui, on essaye d'empêcher les derniers témoins humanitaires et civils d'aller sur cette zone. Et donc, on trouve ça très important déjà d'apporter aussi un discours un peu différent aux étudiants, aux élèves, de ce qu'ils peuvent entendre tous les jours. Et puis, de leur montrer ce qui se passe en mer Méditerranée. Ce sont les générations de demain, ce sont les futurs citoyens. Et donc, on a mis en place avec des équipes de bénévoles qui vont dans les établissements pour faire des sensibilisations scolaires. Alors on s'adapte évidemment à tous les publics, on a beaucoup de support pour faire ça, et pour ça il suffit juste de nous contacter, on vient évidemment volontiers pour faire cette sensibilisation. Donc les gens vous contactent et vous avez une équipe de collègues qui viennent témoigner dans les classes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors après, selon nos moyens, évidemment, puisque tout est en plus sur du bénévolat, sur la sensibilisation scolaire. Donc, on est très développé en PACA. Il y a on a une grosse équipe présente et assez active et réactive autour de Marseille et dans les environs. Et après, en fait, ça dépend un petit peu les zones. Malheureusement, on n'arrive pas à couvrir toutes les zones géographiques. Mais justement, là, on est en train de sortir un livret pédagogique très riche, avec beaucoup d'informations pour pouvoir être utilisé par des établissements dans lesquels on ne pourrait pas aller. D'accord, très bien. On diffusera votre adresse. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Alors, comme le disait Coralie Clément, n'hésitez pas à nous contacter pour, si vous voulez à un moment que quelqu'un d'SOS Méditerranée intervienne parce que vous avez un projet dans vos établissements scolaires. Nous, on relaiera votre demande et puis on vous mettra en contact. Donc, Martine nous a rejoint pour nous présenter notre 4e interview avant notre super quiz. Donc Martine, qui on va entendre? Alors, Denis Adam. Denis est délégué régional du Centre de recherche, de formation et d'histoire sociale de l'INSA Éducation. Alors, le Centre Henri Eckpers organise une formation sur l'accueil des élèves allophones en Guyane. Denis nous expliquera en quoi ça consiste et pourquoi la Guyane est particulièrement concernée. Merci. On écoute Denis. Le Centre Henri Eckpers INSA Éducation organise une formation sur l'accueil des élèves allophones en Guyane. Peux-tu nous dire en quoi cela consiste et pourquoi la Guyane est particulièrement concernée? Oui, alors la Guyane est particulièrement concernée parce qu'il n'y a pas en Guyane une classe, un établissement scolaire, une école dans laquelle il n'y a pas un élève, un enfant dont la langue maternelle n'est pas le français. Évidemment, ça pose des difficultés d'enseignement, mais ça pose aussi des difficultés de comment faire réussir à l'école ces enfants dont la langue maternelle n'est pas le français et qui découvrent l'école avec une langue qui n'est pas la leur ou qui n'est pas leur langue principale.
on a au Centre Henri Ecpers commandité une étude auprès d'une équipe de chercheurs, et nous avons souhaité que la Guyane fasse partie des territoires observés. De cette façon-là, Alexandra Vier, qui habite en Guyane, a mené l'étude sur le territoire et elle participera à la formation qui lui permettra de montrer aux enseignants, aux équipes éducatives, à la fois comment prendre en compte ces enfants et comment les faire réussir et comment ça peut avoir un impact sur le fonctionnement de la classe, de l'école, de l'établissement scolaire au quotidien, en lien avec les partenaires et les familles. Pourquoi le CHA UNSA Éducation organise ce type de formation? Alors le Centre Henri Ecpers UNSA Éducation, c'est un centre de recherche, de formation au service de l'UNSA Éducation, donc d'une fédération syndicale. Notre objectif est double. D'abord, c'est de donner des éléments aux militants syndicaux pour qu'ils puissent exercer leur mandat syndical. Et là, bien entendu, avec l'UNSA Éducation de Guyane, nous allons faire, dans le cadre de cette formation, toute une recherche sur ce qu'il faudrait améliorer dans le système éducatif français, guyanais, pour mieux accueillir les enfants et allophones, quel que soit leur niveau. Mais notre but est aussi de faire de la formation professionnelle. Nous nous adressons à des enseignants, à des équipes éducatives, à des inspecteurs, à des chefs d'établissement, à des personnels qui vont accueillir et qui vont avoir à accompagner ces élèves allophones. Évidemment, on pourrait considérer que c'est au ministère de le faire, mais ça ne suffit pas. Nous défendons l'idée d'une école inclusive, c'est-à-dire qu'elle soit au service de tous les enfants. C'est l'idée du plan incliné. Quand on met un plan incliné, celui qui est en difficulté pour monter des marches d'escalier, il peut monter. Et celui qui monte les marches d'escalier facilement, il monte aussi facilement le plan incliné. Ce qui réussit au plus faible favorise le plus faible et le plus fort. Ce qui va aider les enfants allophones à réussir à l'école va aussi aider les autres élèves dans les classes à réussir leur scolarité. Donc on fait valoir cette idée de l'école inclusive, cette idée d'aider les plus en difficulté, ceux qui sont les plus éloignés de la culture scolaire, et en aidant ces élèves-là, toute l'équipe éducative, elle aide tous les élèves de l'école à réussir. C'est l'éducabilité de tous et la réussite de toutes et tous. Marine et Martine vont venir nous rejoindre, puisque là le quiz est terminé, le rendez-vous société est lui aussi terminé. Et on se retrouve au mois de novembre pour toujours parler fraternité ensemble. Et voilà. Voilà, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire signer la pétition que vous pouvez trouver sur le site internet de SOS Méditerranée. Ensuite, le rendez-vous, donc lecture vendredi avec Christelle Marchand-Lagier. Sur notre chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver ce rendez-vous société avec les interviews dans la rubrique interview du secteur société. Et puis abonnez-vous à notre page Facebook et invitez vos amis à s'abonner, bien sûr. Et bien voilà, c'est fini. C'est fini. Je crois qu'on a tout dit, effectivement. Ouais, on vous dit bonne soirée. À bientôt. À très bientôt. Bientôt. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer.